Le 26 février 2000, la journée s'annonçait comme une autre pour Mike Williams. Homme d'une quarantaine d'années, passionné de chasse et de pêche, il s'apprêtait à partir pour une sortie au lac Séminole, un vaste plan d'eau s'étendant à la frontière entre la Floride et la Géorgie, réputé pour ses eaux poissonneuses et ses zones marécageuses propices aux activités en plein air. Pour beaucoup, c'était un lieu de paix et d'évasion. Pour Mike, c'était un terrain familier où il aimait se retrouver loin du tumulte. Mike Williams n'était pas un homme ordinaire, mais sa vie avait tout du quotidien classique d'un père de famille et d'un travailleur acharné. Marié à Denise Williams, ils formaient un couple qui semblait solide aux yeux de leur entourage. Ensemble, ils élevaient leur fille Amanda, âgée alors de 12 ans. La petite famille vivait à Tallahassee, capitale de la Floride, dans un quartier tranquille où les voisins se saluaient et où les enfants jouaient dans les rues sans crainte. Mike travaillait comme mécanicien dans un garage local, une profession qu'il aimait et dans laquelle il s'était investi pendant des années. Denise, quant à elle, était très impliquée dans des activités communautaires, jouant un rôle actif dans l'Église et auprès d'associations locales. Pourtant, malgré cette image paisible, la réalité au sein du foyer Williams n'était pas aussi simple. Selon plusieurs témoignages recueillis au fil de l'enquête, Denise apparaissait souvent comme une femme tendue, parfois distante, et les relations entre elle et Mike étaient marquées par des conflits récurrents, souvent liés à des questions d'argent et de gestion du foyer. Certains proches évoquèrent également un comportement étrange de Denise dans les semaines précédant la disparition de Mike. Des discussions animées, des absences inexpliquées et une proximité grandissante avec un certain Brian Winchester, ami de Mike et collègue de travail. Ce matin du 26 février, Mike prit son équipement de chasse et se rendit au lac Séminole comme il le faisait régulièrement. Denise l'accompagna jusqu'à l'entrée du terrain de chasse, échangeant avec lui des paroles qui, a posteriori, paraissaient banales, mais qui allaient marquer le début d'une longue enquête. Selon Denise, Mike avait prévu de passer la journée entière sur le lac et devait revenir le soir. Mais cette soirée ne vit jamais le retour de Mike. Lorsque Mike ne rentra pas à la maison, l'inquiétude gagna rapidement la famille. Denise appela les autorités, déclarant que son mari avait disparu dans la nature, probablement victime d'un accident ou d'une chute. La police locale lança des recherches immédiates, mobilisant des équipes de bénévoles, des plongeurs et des spécialistes de la faune locale pour fouiller les berges, les marécages et les eaux troubles du lac. Compte tenu du terrain accidenté et des conditions souvent difficiles, la thèse de l'accident fut la première envisagée. Le lac Séminole est un endroit connu pour ses pièges naturels, ses zones marécageuses où un homme peut facilement disparaître sans laisser de traces visibles. Les recherches intensives, cependant, ne permirent de trouver aucune trace de Mike. Pas de vêtements abandonnés, pas d'armes laissées sur place, aucun indice tangible. Mais dès les premiers jours, certains éléments commencèrent à semer le doute parmi les enquêteurs. Plusieurs témoins affirmèrent avoir vu Denise Williams en compagnie de Brian Winchester dans les jours précédant la disparition. Cette information attira l'attention des autorités, qui commencèrent à se demander si cette disparition n'était pas aussi simple qu'elle paraissait. Brian Winchester était un collègue et ami de Mike, âgé d'une quarantaine d'années, un homme discret, mais bien connu dans la région pour son travail et sa proximité avec la famille Williams. La police décida de l'interroger rapidement, cherchant à comprendre la nature de sa relation avec Denise et ses derniers échanges avec Mike. Les premiers entretiens révélèrent des zones d'ombre, des contradictions dans les témoignages, des relations ambiguës et des interactions qui laissaient supposer des tensions sous-jacentes. Les enquêteurs commencèrent à mettre en place un suivi plus étroit, surveillant les déplacements et communications de Denise et Brian. Plusieurs fausses pistes furent explorées, dont la piste d'un départ volontaire de Mike ou encore celle d'un accident animalier. Pendant ce temps, la mère de Mike, Cheryl Williams, gardait l'espoir que son fils serait retrouvé vivant. Elle s'impliqua personnellement dans la recherche, organisant des campagnes d'information, mobilisant les médias locaux et appelant à la vigilance. Au fil des semaines, l'enquête semblait piétiner. Pas de corps, pas d'armes,
Pas d'éléments concrets. Le mystère de la disparition de Mike Williams restait entier, et les soupçons commençaient à peser lourdement sur Denise et Brian. À mesure que les jours se succédaient sans nouvelles de Mike Williams, la police de Tallahassee intensifiait ses investigations. Pourtant, plus l'enquête avançait, plus elle révélait un tableau complexe, fait de zones d'ombre, de contradictions et de tensions latentes. Ce qui au départ ressemblait à un simple accident de chasse prenait désormais une tournure beaucoup plus trouble. Denise Williams, première personne à déclarer la disparition de son mari, était rapidement devenue le centre des interrogations. Lors des auditions initiales, les enquêteurs notèrent plusieurs incohérences dans ses propos. Elle affirmait que Mike était parti seul pour chasser, mais certains témoins rapportèrent l'avoir vu non loin du lac en compagnie de Brian Winchester, un ami proche de Mike. Pire, plusieurs appels téléphoniques entre Denise et Brian furent découverts, certains datant même du jour même de la disparition. Ces éléments semèrent le doute. Pourquoi une telle proximité entre Denise et Brian? Et quel rôle pouvait... Interrogé, Brian tenta d'expliquer sa présence près du lac par des raisons professionnelles. Il assurait avoir vu Mike pour la dernière fois le matin même, sans suspecter quoi que ce soit d'anormal. Mais les enquêteurs notèrent son comportement nerveux et ses réponses évasives. Plus inquiétant encore, certains détails du récit de Brian ne collaient pas avec les témoignages d'autres témoins. Alors que l'enquête piétinait, une première hypothèse fit surface. Et si Mike avait volontairement disparu? Selon cette théorie, il aurait pu fuir des problèmes personnels ou professionnels. Cette piste fut rapidement creusée. Les enquêteurs passèrent au peigne fin les finances, les relations et les habitudes de Mike, mais rien ne vint étayer cette hypothèse. Pas de compte bancaire vidé, pas de message d'adieu, pas de préparatifs pour un départ. Pendant ce temps, les équipes de secours poursuivaient les fouilles dans les zones marécageuses du lac Séminole. Mais le terrain s'avéra plus hostile qu'attendu. Eau trouble, ronces épaisses, pièges naturels. Plusieurs fois, les plongeurs remontèrent bredouille. La nature semblait garder jalousement ses secrets. C'est plusieurs mois plus tard, au cours d'une perquisition dans la maison des Williams, que la police fit une découverte troublante. Sous un tapis dans le garage, des traces de sang furent détectées. L'analyse révéla qu'elles appartenaient à Mike Williams. Cette découverte changea radicalement la donne. Le simple accident laissa place à une enquête pour homicide. Face à ces révélations, Cheryl Williams, la mère de Mike, redoubla d'efforts. Convaincue que la vérité devait éclater, elle engagea des détectives privés pour approfondir les recherches. Cheryl se fit aussi la voix des absences de justice, dénonçant ce qu'elle considérait comme un système lent et parfois défaillant. Parallèlement, les enquêteurs mirent au jour des messages entre Denise et Brian, témoignant d'une complicité plus profonde qu'une simple amitié. Des témoins affirmèrent avoir vu Brian chez les Williams à des heures inhabituelles, parfois tard dans la nuit, ce qui alimenta les soupçons de liaison. L'affaire fut ponctuée de plusieurs impasses. Parmi elles, un signalement d'un homme correspondant au profil de Mike dans un état voisin, ou encore la découverte d'un canot vide sur une rive éloignée qui se révéla finalement sans lien. Ces fausses pistes ont retardé la progression de l'enquête et tendu la patience des familles. Alors que l'attention médiatique grandissait, le climat dans la communauté de Tallahassee devint électrique. Certains prenaient parti, d'autres restaient dans le silence. Pour la famille Williams, chaque jour sans réponse était une blessure. Plus de 17 ans après la disparition de Mike Williams, le chasseur, habitué des lieux, avait remarqué un amas d'ossements partiellement recouvert par la végétation. Alertée, la police locale se rendit immédiatement sur place pour sécuriser la scène. Rapidement, les autorités confirmèrent qu'il s'agissait bien d'un corps humain, incomplet mais identifiable. Grâce aux avancées en ADN et aux comparaisons avec des échantillons fournis par la famille, les restes furent formellement identifiés comme ceux de Mike Williams. Cette confirmation relança brutalement l'enquête et fit basculer l'affaire dans une nouvelle dimension. L'autopsie réalisée par les experts médico-légistes révéla plusieurs éléments troublants. Les os montraient des signes de fractures anciennes et des lésions qui ne semblaient pas compatibles avec une simple noyade ou un accident naturel.
L'examen permit aussi d'exclure une mort récente. Mike était mort peu de temps après sa disparition en 2000. Sur l'île, les enquêteurs découvrirent également des objets personnels de Mike, son couteau de chasse, partiellement rouillé, ainsi que des fragments de vêtements. Ces éléments renforcèrent la thèse d'un meurtre déguisé en accident. Avec ces preuves tangibles, la police fut contrainte de rouvrir l'enquête à grande échelle. Les autorités mirent en place une équipe spéciale dédiée à ce dossier. Les enquêteurs confrontèrent Denise à ces nouvelles preuves. Sous la pression, elle maintint d'abord son innocence, mais les contradictions dans ses déclarations s'amplifièrent. Brian Winchester, qui avait jusqu'alors gardé un profil bas, devint la cible principale des interrogatoires. Ses précédentes relations avec Denise et Mike furent minutieusement examinées. Sous la pression des preuves et des témoignages, Brian Winchester finit par plaider coupable à certains égards, révélant une complicité avec Denise dans la disparition de Mike. Il décrivit comment le meurtre avait été prémédité et comment ils avaient tenté de dissimuler le crime en le faisant passer pour un accident de chasse. Les enquêteurs découvrirent que Denise Williams avait souscrit une assurance vie importante sur Mike, ce qui constituait un mobile financier puissant. Selon Brian, les tensions conjugales et les difficultés financières du couple avaient poussé Denise à envisager cette solution extrême. La mère de Mike joua un rôle crucial en apportant des témoignages sur le comportement de Denise et les changements dans la dynamique familiale avant la disparition. Ses efforts pour relancer l'enquête et sa détermination à obtenir justice furent salués par la communauté. L'affaire souleva aussi des questions sur la lenteur des enquêtes initiales et les erreurs commises, notamment le manque de ressources dédiées et la confiance accordée aux premières déclarations. Après des années de silence et d'attente, 2018 marqua une étape décisive dans l'affaire Mike Williams. Le procès tant attendu de Denise Williams et Brian Winchester débuta devant la cour de Tallahassee. Ce moment allait révéler au grand jour toute l'ampleur du drame familial et judiciaire. Dès l'ouverture du procès, l'atmosphère était lourde. Les familles Williams et Winchester étaient présentes, tout comme les médias locaux et nationaux, qui suivaient de près cette affaire emblématique. Denise Williams était accusée de meurtre au premier degré, de complicité et de mise en scène d'un accident. Brian Winchester, pour sa part, avait déjà accepté un accord de plaidoyer en échange de sa coopération avec la justice. La défense de Denise tenta de minimiser son rôle, évoquant un climat familial difficile, mais niant toute implication directe dans la mort de Mike. Les avocats insistaient sur le manque de preuves matérielles directes la reliant au crime. L'accusation, appuyée par les aveux de Brian Winchester, présenta un récit cohérent de préméditation et de complicité. Ils mirent en lumière les motivations financières et les tentatives répétées de dissimulation. Plusieurs témoins furent appelés à la barre. Parmi eux, des voisins, des collègues et surtout Cheryl Williams, qui livra un témoignage poignant sur son fils, son couple et ses doutes. Brian Winchester décrivit en détail la nuit fatidique, évoquant la manière dont Denise avait orchestré le meurtre et comment il avait été entraîné malgré lui. Les émotions étaient palpables dans la salle d'audience. La douleur des familles, la tension palpable entre les protagonistes et le poids des années d'attente créaient une ambiance lourde. Après plusieurs jours de délibération, Denise Williams fut reconnue coupable de meurtre au premier degré. Elle fut condamnée à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Brian Winchester, en coopération avec la justice, reçut une peine plus clémente, mais resta emprisonné plusieurs années. Ce procès permit de mettre un terme à une affaire qui avait hanté une communauté pendant presque 2 décennies. Il permit aussi de rappeler les dangers des apparences et les mécanismes complexes des crimes déguisés en accidents. L'histoire de Mike Williams reste un exemple saisissant de la manière dont une vie ordinaire peut basculer dans le drame et comment la persévérance d'une famille peut venir à bout des silences. Derrière le visage froid et souvent impassible de Denise, les experts tentèrent de décrypter une personnalité complexe. Selon les psychologues judiciaires, elle présentait des signes de troubles narcissiques, mêlés à un profond sentiment de frustration et d'insatisfaction.
Certains rapports évoquaient une capacité à manipuler son entourage, à dissimuler ses émotions et à justifier ses actes par une volonté d'échapper à une vie qu'elle jugeait oppressante. Brian, lui, fut décrit comme un homme influençable, tiraillé entre la peur et la loyauté. Sa dépendance à Denise et son sentiment d'impuissance auraient joué un rôle majeur dans sa participation au crime. Les psychologues soulignèrent également son vécu, marqué par des difficultés personnelles et un passé de violence domestique. Cheryl incarna la résilience. Sa quête incessante de vérité et de justice permit non seulement de faire éclater la lumière sur la disparition de son fils, mais aussi de donner une voix aux victimes oubliées. Son engagement démontra l'importance du soutien familial dans les drames, ainsi que la nécessité d'une mobilisation collective. La fille de Mike et Denise, Amanda, fut profondément affectée. Privée de son père à un âge crucial, elle grandit dans l'ombre de cette affaire, marquée par le regard de la société et les tensions familiales. Au-delà des individus, cette affaire mit en lumière les limites du système judiciaire face aux disparitions mystérieuses et aux crimes déguisés. Le manque de ressources initiales, les préjugés et la difficulté à rompre le silence furent autant d'obstacles à une résolution rapide. L'affaire Mike Williams illustre l'importance d'une vigilance accrue, d'un travail interdisciplinaire entre police, médecins légistes et psychologues, ainsi que d'un soutien accru aux familles des victimes. Cette histoire, bien que tragique, invite à la réflexion sur la complexité des relations humaines, la fragilité des apparences et le courage nécessaire pour chercher la vérité, même quand tout semble perdu. Mike Williams n'a pas été tué en pleine nature par accident. Il a été trahi dans ce qu'il pensait être le plus sûr des refuges, sa propre famille. Ce drame, comme tant d'autres, nous rappelle que derrière les façades calmes des banlieues ordinaires peuvent se cacher des mensonges froidement calculés. Et parfois, il faut des années de silence, de douleur et une mère qui refuse d'abandonner pour que la vérité refasse surface.